Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter, parler du cadre un peu de cette intervention. Donc, je m'appelle Emmanuel Plantier, conseiller agriculture biologique à la Chambre d'agriculture des Landes. Interviendra aussi ma collègue qui se présentera, Patricia Pratt, qui est conseillère d'entreprise. Donc, voilà, je vais vous dire le contexte. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait 5 ans qu'on installe pas mal de petits maraîchers, on se pose beaucoup de questions. Donc il y a bien un point d'interrogation sur la viabilité des fermes maraîchères bio landaises et j'allais dire régionales, parce que beaucoup, on voit qu'il y a des connexions qui viennent un peu de partout. Donc c'est aussi une réflexion globale. Donc voilà, ça c'est un élément important. Tout ce qu'on va vous présenter, bon, c'est un cas type. On n'a pas pris de cas individuels sur la Nouvelle-Aquitaine pour des raisons aussi de confidentialité et aussi pour essayer d'avoir un outil de discussion en fait qui convienne à tout le monde. Donc tout ce qui sera présenté, voilà, ce sont des données qui font référence à des bibliographies, des échanges. Et aussi, l'objectif, ce serait aussi de voir si ça ressemble, si vous reconnaissez dedans, s'il y a des éléments qui pourront être ajoutés. Donc, à l'issue de cette présentation, on partira sur des questions, un échange. Et voilà, comment ça va se passer. Je vais commencer. Oui, Patricia, tu veux te présenter une minute, s'il te plaît? Oui. Y a-t-il un problème de son? Excusez-moi, je ne suis pas très aguerrie en matière de webinaire. Donc, je recommence. Patricia Pratt, donc je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture sur l'antenne d'IDOS et j'accompagne les porteurs de projets et notamment les porteurs de projets dans le cadre de maraîchage diversifié bio. Voilà. Donc voilà. Attendez, moi, c'est moi qui ai un problème maintenant. Alors voilà, bon, écoutez, voilà pour le micro maraîchage. Enfin, on va pas rentrer tout de suite dans les débats de micro-fermes. On a fait le choix de prendre des fermes qui font environ autour d'1 hectare. Vous voyez sur le diapo 2, en fait, c'est les outils qu'on voit aujourd'hui dans nos installations. Peu de foncier, toute une surface tout irriguée avec des investissements et surtout, ce sont des installations hors cadre. Alors, hors cadre, comme on dit, ce sont des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc qui doivent tout créer, tout investir. Souvent, ils sont des formations diverses et variées. Il y a des reconversions, il y a des BPREA. C'est souvent des personnes assez jeunes ou moins. Certaines obtiennent la DJA ou pas. Et donc, voilà à peu près le système. Voilà. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. Non. Voilà. Oui, on le voit, oui. Voilà. Donc, comme on disait, voilà, c'est pour la description, hein, c'est souvent un ETP, voire 0,5 ETP en salariat. Il y a aussi de l'aide familiale, donc ça, on ne peut pas le retenir. Donc, il y a aussi, voilà, ce qui a été choisi, c'est les exemples de forage ou de retenue collinaire. Commercialisation, bien sûr, en circuit court. Alors, avec des modalités, bon, on dit souvent panier. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des magasins de producteurs, des ventes aussi maintenant en restauration collective. Bon, tout ça, c'est des choses nouvelles qui viennent d'arriver. Et justement, ça sera aussi des biais sur le modèle et puis aussi des nouvelles choses à traiter. Et aussi, on est parti voilà, sur un projet, sur des stockages en chambre froide, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça devient, c'est souvent le cas de nombreux projets. Donc, voilà pour à peu près les gros, j'allais dire, les gros fondamentaux de ces types micro-fermes. Je passe au deuxième. Alors, sur le choix du matériel, là aussi, je n'ai pas été très exhaustif, mais en gros, en fait, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui investissent tout le matériel. Donc, il faut les outils de travail du sol, tout ce qui est pour entretenir des cultures. Alors, en maraîchage bio, c'est beaucoup de matériel de désherbage. De filets textiles, de beaucoup de petits matériels. D'ailleurs, à ce titre-là, ça fait partie aussi de l'évaluation des devis, des financements dans le cadre de projets. Après, il y a aussi toujours, bien sûr, le matériel de récolte. Donc, c'est souvent beaucoup de
de caisses, de souleveuses, après, voilà, d'éléments aussi de lavage, de tous ces éléments. Et aussi, bien sûr, de mise en marché. Donc, mise en marché, c'est des étals, des caisses, des transpalettes, voilà, des rayons amovibles, tout ce qui fait partie aussi de la vente directe et des préconditionnements. Donc, comme on dit, voilà, tout ce matériel on part sur de l'achat souvent neuf, mais il y a aussi de l'occasion. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte. Bon, sachant que tout ce qui est un matériel, le serre, etc., irrigation, c'est souvent du neuf, des matériaux qui existent aussi en occasion, mais qui sont moins disponibles. Tout ça aussi fait partie des éléments d'adaptation et que font tous les projets sont individuels et propres à chaque porteur de projet. Voilà un peu pour cette description succincte en fait des systèmes sur lesquels on travaille beaucoup dans les Landes et aussi voilà en région avec les collègues des autres chambres. On a aussi beaucoup de ces cas-là. Il y a des surfaces aussi plus grandes, plus petites. Bon, voilà, on est à la marge, mais c'est à peu près le mode de en fait voilà la base de discussion sur lequel on aura aujourd'hui. Alors voilà les cas qui vont être présentés. C'est vrai que c'est sur un peu là comme j'ai dit sur un format Inosis. Donc ce sont des données qui ont été récoltées un peu partout. Alors certaines, c'est vrai, sont peut-être obsolètes et aussi surtout avec l'inflation qu'il y a eu, les nouvelles lois, l'augmentation du SMIC, tous les prix aussi qui ont été indexés aujourd'hui, qui ont énormément changé. Certains sont encore à jour, mais il y a beaucoup de mises à jour, donc il ne faut pas trop non plus s'attarder sur les valeurs absolues, mais surtout sur les raisonnements et aussi sur comment on construit un projet, comment on essaye de le financer et comment on essaye de lancer en fait et de pérenniser en fait j'allais dire ces petites fermes, c'est pas péjoratif, ces micro-fermes ou ces fermes maraîchères bio en circuit court. Voilà, je te laisse la parole, Patricia. Oui. Ce qui vous est présenté, c'est effectivement du coup un compte de résultats. Donc, on va partir là un peu plus sur la partie économique d'une ferme un peu K-type. Donc, Emmanuel vous l'a dit, 1,15 hectare, dont 1500 mètres carrés de serre, ce qui fait 1,5 hectare en surface développée. Donc, le compte de résultats qui vous est présenté, vous avez sur la partie gauche les charges, sur la partie droite les produits, avec en bas le BE. Donc, le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc, c'est le critère de rentabilité d'une exploitation. En fait, c'est ce qui va rester une fois que vous avez payé toutes les charges liées au cycle de production. Donc, attention, ce que vous voyez par rapport aux charges de structure, ce sont des charges hors amortissement et financier, puisque le BE, c'est vraiment un indicateur de la santé financière, mais hors politique d'investissement, puisque c'est le BE qui va servir notamment à payer les annuités et du coup à dégager un revenu disponible. Donc, dans cette simulation, on arrive à un total de charges de 40 700 €. Donc, vous voyez les charges opérationnelles, tout ce qui est appro, mais aussi conditionnement, consommables fourniture, la partie charge de structure, avec tout ce qui est carburant, entretien de matériel. On a la charge salariale, puisque dans ce modèle-là, on a quand même un mi-temps qui est compris dedans, notamment par rapport à la vente. Vous avez eau, électricité, toute la partie assurance et tout ce qui est divers, c'est impôts, taxes. Donc, il ne faut pas oublier, il y a des taxes sur le chiffre d'affaires. Dans les honoraires, on n'oublie pas non plus la comptabilité parce que c'est important, effectivement, de pouvoir suivre ces chiffres pour pouvoir ensuite les analyser. Donc, au niveau des produits, là, le modèle est basé sur 60 paniers sur 45 semaines et sur des points de vente collectifs. Voilà, ce qui fait un total de 59 700 €. Les autres produits, c'est les 1500 € par rapport aux indemnités et subventions, si effectivement il y a des aides PAC, notamment. Donc, il y a eu un webinaire qui avait été fait par rapport aux aides PAC bio. Est-ce que le support… Ah pardon, je lis les questions en même temps. Donc, on arrivait à un EBE de 20 500 €. Donc, ce compte de résultat nous permet du coup de pouvoir faire ressortir des critères économiques et financiers
à l'hectare, ce qui va pouvoir effectivement se positionner aussi par rapport à d'autres exploitations. Donc, le produit par hectare, donc là, tous les chiffres par hectare, c'est bien par hectare développé et non pas par hectare cultivé. On a 1,15 hectare de cultivé et on a 1,5 hectare de développé. Donc, on arrive à un produit euro par hectare de 40 000 euros, donc ce qui fait à peu près 4 euros du mètre carré. Charge opérationnelle, 6 700 euros. Les charges de structure courantes, 20 400. La marge brute, donc la marge brute, c'est quoi? C'est le produit moins les charges opérationnelles, d'accord? Donc, c'est un indicateur de rentabilité, mais on a bien vu que c'est quand même le BE avec toutes les charges qui permettait effectivement d'avoir une analyse beaucoup plus poussée de la santé financière de l'exploitation. Le BE sur produit, donc c'est un indicateur, ça on appelle l'efficacité économique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la capacité à dégager un excédent à partir des charges engagées. Donc, c'est votre capacité par rapport aux charges que vous mettez à aller créer de la valeur ajoutée. Donc, qui dépend notamment de la maîtrise des charges, du rendement, forcément, mais aussi de la bonne valorisation des produits. Avoir un prix rémunérateur, ça fait partie des éléments clés, et ça, Emmanuel vous le dira, pour pouvoir effectivement sécuriser la viabilité de l'exploitation. Donc, un prix rémunérateur, c'est quoi? C'est un prix qui va prendre en charge tous vos coûts de production, et notamment la rémunération, et qui devrait normalement également pouvoir vous libérer une marge. Donc, avec ces critères économiques, vous allez pouvoir effectivement, si vous avez un projet, vous positionner par rapport à la rentabilité de votre exploitation. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, parce que là, on est un peu sur, voilà, sur des notions économiques. Je ne sais pas quel est effectivement le public. Donc, oui. Vous le dites. Ok. Alors, vous pouvez lever la main pour voilà, et vous pouvez poser votre question, hein, parce que comme vous êtes nombreux, bah, vous pouvez lever la main. Vous pouvez écrire vos questions par écrit, comme je l'ai dit dans le chat. Alors, si tu passes à l'autre diapo, on va continuer, puisqu'on n'est pas arrivé au bout, hein. Donc là, pour pouvoir dégager 20 500 euros, ben, il a fallu mettre en place un outil de production. Donc cet outil de production, Emmanuel vous l'a dit, donc il y a une partie matérielle, il y a une partie serre, il y a une partie effectivement peut-être retenue d'eau. Donc là, on vous a présenté, c'est un bilan simplifié où vous avez l'actif, ce que possède la société, et le passif, comment est-ce que l'exploitation a financé cet actif. Donc là, dans l'actif, on a des immobilisations, 80 000 euros. Donc ça, c'est ce qui représente tous les investissements en termes de matériel et en termes de serre, sachant que dans cette simulation, effectivement, ils sont partis sur du matériel d'occasion. Puisque si ça avait été du matériel neuf, on aurait été à un niveau d'investissement de l'ordre de 150 à 160 000 euros. Ensuite, dans l'actif, vous avez tout ce qu'il faut effectivement en termes de trésorerie, puisque quand vous allez effectivement, enfin quand un porteur de projet va créer son entreprise et va commencer à mettre en place sa production, il va falloir qu'il engage des charges avant même d'avoir des recettes. Donc pour ça, il faut un peu de trésorerie, un besoin en fonds de roulement qui là est estimé à 5 000 euros entre le stock et la trésorerie. Donc aujourd'hui, dans ce projet-là, il y a besoin de 90 000 euros d'actifs. Comment est-ce que on va financer ces 90 000 euros d'actifs? Il y aura une partie d'autofinancement, donc ça, c'est les capitaux propres pour 25 000 euros, une partie d'emprunt, 60 000 euros, et une partie où ce sera des dettes à court terme, dans le cadre d'un court terme, et c'est 5 000 euros. Du coup, quel est l'impact sur la trésorerie par rapport à ces modalités de financement? Donc, on prend notre BE, 20 500 euros, on va du coup déduire les annuités de l'emprunt de 60 000 euros, 6 600 euros, et ça va nous laisser effectivement un revenu disponible de l'ordre de 14 000 euros. Donc 14 000 euros, aujourd'hui, c'est inférieur au SMIC. Un SMIC, il est de l'ordre de 17 000 euros aujourd'hui.
14 000 euros, ça laisse aussi peu de capacité à rembourser des emprunts nouveaux ou à autofinancer. Voilà, donc je vous le rappelle, on est sur du matériel d'occasion, donc forcément, il y aura besoin de renouvellement dans les prochaines années. Et là, c'est vrai qu'on a un système, on a une simulation où avec 14 000 euros, entre pouvoir effectivement se prélever, de garder une marge de sécurité et investir de nouveau, ça reste quand même très, très juste. Donc, je te laisse conclure. Oui, oui, oui. Donc, en fait, oui, voilà, comme on disait, là, j'ai une question sur le SMIC. C'est ça, c'est vrai que l'atteinte du SMIC n'est pas forcément évidente et surtout, aujourd'hui, pour l'atteindre avec l'inflation, on le voit aujourd'hui sur les investissements, il y a eu en gros on est à plus de 15, voire 20% sur le niveau d'investissement par rapport à avant Covid. Donc, il y a eu énormément d'inflation. Et après aussi, les prix rémunérateurs aussi, là où il y a eu aussi un grand changement. Donc, ce qu'on peut dire, voilà, par rapport à Interview Nouvelle-Aquitaine, on disait que les prix du bio ont moins augmenté que les prix du conventionnel. Et donc, comme le disait, voilà, trouver des prix rémunérateurs, un produit qui permette de dégager un excédent, aujourd'hui, voilà, c'est encore, dirais-je, plus difficile. Enfin, plus difficile et nécessite plus de technicité. Hein, donc là, c'est quand même un élément qu'il faut aujourd'hui dans les projets, et Patricia me le confirmera ou me dira autrement, il faut chercher encore plus d'éléments de rentabilité et ça passe par le circuit de commercialisation. Donc là, on ne l'a pas abordé parce que ça serait un autre sujet, mais il est évident que la rentabilité des fermes est très, très, très variable selon où vous vous trouvez dans votre zone de chalandise, soit en zone périurbaine, soit en zone rurale, soit autour des métropoles. Là, on est sur des chiffres, on est sur des notions qui peuvent énormément varier. Alors, moi, là, ce que je vais vous présenter, c'est un peu la rentabilité et le coût des légumes qui rapportent, parce que c'est vrai que moi, là, je prends ma casquette de technicien bio. Quand je fais, par exemple, un plan de culture avec un maraîcher, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est bien sûr les rotations, l'agronomie, etc. Mais aujourd'hui, avec nos problèmes, j'allais dire, économiques et de rentabilité qui sont encore plus forts aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les légumes qui rapportent le plus. Donc ça, c'est un détail alors, j'ai pas le droit de présenter des mercuriales, etc. Ça, c'est voilà. Il y a aussi les prix de France Agrimaire au détail. Ça, je les ai pas pris. Ça, ça vient d'une enquête qui a été réalisée. Alors, je dis bien en 2021 sur des gammes sur des gammes de prix, d'accord. Et là aussi, le biais aussi, il faut faire attention, c'est que les rendements qui sont présentés ici, et ça, certains techniciens maraîchers vont me dire non, c'est pas possible, mais les pertes sont très faibles, d'accord. Elles les évaluent entre 5 et 10%. Et c'est vrai que quand on voit une année aujourd'hui de référence ou, on va dire, d'experts, on évalue des pertes de production et de rendement à plus de 30%, et des fois, tout le monde a perdu toutes ses récoltes à cause de l'eau et à cause des excès d'eau, etc., des maladies, c'est très variable. Simplement, il faut se donner ça comme j'allais dire, un baromètre. Bon, c'est vrai que ça tombe sous le sens. Donc ça, c'est surtout pour les micro-fermes, les petites surfaces. Donc, ce qu'on voit, c'est que les cultures qui rapportent, c'est quand même les cultures sous serre. Bon, ça, on n'apprend rien, mais c'est là où vous allez dégager le plus de revenus. Donc, dans l'établissement d'un projet, quand on travaille ça avec le conseiller d'entreprise, le conseiller bio, on essaye de voir quelle est la surface de serre la plus judicieuse et la plus qui correspond aussi à développer, j'allais dire, le chiffre d'affaires et le produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avant, on disait que 10% du plein champ, c'est-à-dire que si vous aviez 1 hectare de serre, on disait 1000 mètres carrés de serre, ça suffit. Et bien aujourd'hui, il faudrait peut-être augmenter la part des serres pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a plus de chiffre d'affaires, mais il y a aussi une sécurité qui se dégage par rapport aux aléas climatiques et au-delà des rendements. Donc ça aussi, c'est un raisonnement. Donc ça incite aussi une nouvelle organisation, c'est-à-dire, comme on le disait précédemment, plus d'investissement, donc une capacité de produire plus rapidement, d'atteindre des marchés plus rapidement. Donc c'est aussi d'autres enjeux.
Alors après, vous avez aussi qui sont intéressants à voir et aussi à recontextualiser recontextualiser, j'allais dire, dans le contexte pédoclimatique de chaque installation. Je dis bien aussi ça, c'est très important parce qu'en Nouvelle-Aquitaine et même dans les Landes, vous n'avez pas du tout les mêmes critères sur la côte que dans les terres. Hein. Des fois, ça peut varier énormément en termes de précocité, de 15 jours à 3 semaines. Là, on part sur voyez, des légumes assez faciles qui sont, enfin, on dirait, quand je dis facile, il faut mettre des guillemets, mais comme les courgettes, radis noirs, potimarron, les courges, betteraves rouges qui sont à cultiver et qui rapportent. Et ça, c'est intéressant de voir que il faut qu'on intègre, nous, conseillers techniciens, enfin, il me semble opportun d'intégrer qu'il faut que quand on construit des plans de culture, il faut voir la rentabilité du légume, surtout dans le contexte actuel, aujourd'hui aussi plus difficile de tirer un revenu avec les prix bio qui n'ont pas beaucoup augmenté et donc aussi d'avoir du revenu, du poids, j'allais dire, du chiffre d'affaires au mètre carré. Je passe à l'autre. Là aussi, c'est la valorisation des surfaces occupées. C'est vrai que celle-là, c'est un autre critère. Par exemple, je prends un exemple très concret. Vous avez des cultures qui durent très longtemps. Par exemple, les cultures d'hiver, comme les choux, qui peuvent rester 180 jours, donc qui occupent le sol. Et c'est vrai qu'ils sont faciles à récolter, mais par contre, ils font pas beaucoup de chiffre d'affaires, ils prennent beaucoup de place. Donc là aussi, la réflexion, c'est de voir qu'est-ce qui rapporte le plus. Et en fait, ce qui rapporte le plus, c'est quand même les cultures qui sont faciles à récolter, qui restent pas trop non plus trop longtemps en place, et aussi celles qui sont toujours sous serre. Et c'est vrai que quand on regarde le triptyque, c'est les solanacées qui rapportent le plus. Et même avec le précédent tableau, c'est les tomates, aubergines, ça rapporte. Et aussi les mâches, les mesclins, les petites feuilles. Alors attention, hein, tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat de pouvoir s'acheter que de la mâche et du mesclin et des tomates cerises. Donc aussi, il faut aussi avoir un panel de légumes qui soit accessible à toute la clientèle et avoir une gamme. Bon, après, sur le choix de gamme, ça aussi, on est dans la commercialisation, mais on ne veut pas non plus, dans les projets, trop développer les gammes pour pas se disperser. Et c'est vrai qu'on reste sur on a tendance à plus simplifier, à resserrer les gammes. Voilà, et en plein champ, et pareil, on voit que certaines cultures rapportent aussi. Et c'est vrai que c'est celles qui ne restent pas trop longtemps et qui se récoltent vite. Et aussi celles qui se récoltent vite. Par exemple, les bottes de radis, on sait que c'est fastidieux, etc. Mais au mètre carré, vous pouvez faire un nombre de bottes. Et aujourd'hui, une botte, ça coûte entre 1,50 € et 2,50 € selon les critères. Et si vous en faites 10 au mètre carré, ça fait du chiffre d'affaires. Voilà à peu près les éléments qu'on essaie d'intégrer. Alors ça, nous, à la Chambre d'agriculture des Landes, on essaie de l'intégrer en amont avec le conseiller d'entreprise et dans un plan avec un outil qui s'appelle Légumix, on essaie de voir un peu quel chiffre d'affaires on peut tirer. Voilà, ça c'est vraiment les éléments, j'allais dire les nouveaux critères où on pousse plus sur la rentabilité et aussi sur éviter la pénibilité au maximum. On va en parler. Alors ça, c'est des conclusions qui ont été reprises, et c'est vrai qu'à à dire d'experts, il y a aussi dans les diverses études sur le temps de travail des maraîchers, et c'est vrai qu'on a tendance à dire, est-ce que les petites fermes, celles qui font 1 hectare, rapportent plus que les fermes qui font plus de 3 hectares ou 5 hectares? Alors, au départ, on dirait oui, mais par contre, le temps de travail, non. En fait, il est très difficile. On est quand même limité avec un ETP sur 1 hectare. Il faut toujours de l'aide. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut valoriser 2 fois plus j'allais dire, en intensifiant sa production. Donc, c'est-à-dire perdre moins de place, faire plus de succession végétale, intensifier son système. Mais par contre, en fait, le temps de travail, il n'est pas incompressible, c'est-à-dire qu'il faut toujours autant de temps. Et ça, ce critère temps de travail, aujourd'hui, malgré toutes les études, malgré toutes les approches, c'est encore un élément qui reste à formaliser, finaliser dans les études. Et c'est vrai que les maraîchers, ils ont un taux de rémunération SMIC-horaire qui est assez faible. Ils travaillent beaucoup par rapport aux autres filières et il faut qu'il y ait un gros investissement. Donc de là, pour limiter ce temps de travail, c'est les pistes
ben, c'est quand même la simplification des gammes. Et aussi, j'allais dire, la mécanisation, l'ergonomie. Ça, c'est un des éléments très importants. Et bon, ça implique aussi des investissements supplémentaires, donc faire des choix. Alors là, quand on établit un projet d'installation et aussi avec les aides aussi de la région sur les PCAE, enfin voilà, les plans de compétitivité, il y a des éléments qui peuvent être aussi aider à l'investissement, mais ça fait pas tout. Donc, il faut essayer de dégager aussi de la capacité de renouveler son matériel et de l'améliorer. Donc, en fait, voilà, les micro-fermes, la conclusion, c'est que le système, il ne permet pas d'accroître les revenus, même si vous gagnez plus d'argent en mètre carré. Alors, voilà, sur les stratégies perspectives, c'est vraiment une stratégie, des questions ouvertes. Moi, j'en ai retenu en fait 4. Et c'est vrai que l'amélioration des conditions de travail, on s'aperçoit que c'est un élément vraiment important. Alors, au début, non, mais j'allais dire, les gens pensent surtout à s'investir énormément, travailler. Bon, ça, c'est tout à fait honorable. Mais c'est vrai que dans la durée, pour les corps et aussi pour le temps de travail, il faut quand même essayer de se trouver des éléments pour se faciliter la tâche et pour que les exploitations tiennent dans la durée. Et c'est vrai que là, au niveau des échanges avec la MSA et de kinés, d'ergonomes, c'est des éléments qu'il faut vraiment développer. Hein. C'est vraiment préserver le corps. En fait, l'outil de travail, c'est quand même la main-d'œuvre et c'est le maraîcher. Et alors, je parlais de possibilité de simplifier la gamme. Alors, c'est vrai que quand on voyait les plans de culture des AMAP, il y a un certain nombre de temps, on voyait 40 légumes. Bon, aujourd'hui, là, c'est évident qu'il y a des choses, il y a des éléments qui sont à abandonner ou à faire des choix, des choix. Et c'est vrai que, par exemple, là, sur les derniers conseils que nous avons effectués sur les fermes, il y a des légumes plein champ sur ces fermes de petite taille qui ont été abandonnés. Notamment, bon, j'en prends un en exemple, tout ce qui est carottes conservation, pommes de terre conservation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prix sont pas assez rémunérateurs, c'est-à-dire le prix psychologique pour un consommateur, il ne veut pas les acheter 3-4 euros le kilo. Donc, en fait, des fois, c'est là où le coût de production serait sur les micro-fermes. Donc là, il faut faire des choix et partir peut-être plus sur des légumes, j'allais dire, extra frais, type feuilles, épinards, mâches, mesclun ou carottes nouvelles aussi, même si c'est techniquement difficile. Donc là aussi, il y a des stratégies en tant que conseiller technique et conseiller d'entreprise à mettre en fait en adéquation pour avoir des systèmes pérennes. Alors ça aussi, on commence juste à avoir ces reculs, hein, mais on les a pas complètement. Donc on est aussi dans des conseils qui sont pas, j'allais dire, qui se vérifient pas uniquement par des coûts, par de la mise en œuvre directe. Bon, après, il faut faire confiance aux personnes et aux maraîchers qui savent très bien là où ils perdent de l'argent, où ils gagnent du temps, où ils savent rémunérer et ils connaissent leur clientèle. On a aussi ce retour de terrain qui nous disent bon voilà, on arrête de faire des légumes conservation, c'est trop long et trop coûteux. Alors la mécanisation, là aussi c'est tout un aspect très important. Et là c'est vrai que je ne suis pas conseiller en machinisme, mais il y a un travail de simplification, j'allais dire, et aussi de diminuer la pénibilité. Et ça c'est un champ de travail très important. Donc nous là sur ce côté-là, on fait des actions régulières sur au moins une fois ou deux par an sur la mécanisation en maraîchage, en petit matériel notamment. Il y a aussi dans les stratégies, je parle du cas des Landes, il y a une CUMA maraîchage qui s'est créée. Donc là aussi, ça peut être diminuer la pénibilité et aussi surtout diminuer les investissements. Donc à voir comment ça fonctionne, comment ça s'intègre dans le système. Mais c'est des éléments très importants. Et après, bon, il y a eu d'autres conclusions qui étaient de mutualiser les plans de culture. Donc là, je mets beaucoup de guillemets, c'est-à-dire que plusieurs maraîchers se partagent les productions et ils mutualisent, et aussi la mutualisation en ce qui concerne la vente. Alors bon, on parlera du toujours point de vente. Certains, on a vu, qui ont fait faillite aussi. Il y a des modèles économiques qui sont très difficiles. Donc c'est un autre sujet.
Peut-être qu'on vous proposera une autre intervention là-dessus avec notre conseillère commercialisation. Mais c'est un sujet important, hein. Les coûts de commercialisation en maraîchage diversifié peuvent être importants et aussi très chronophages. Alors là, voilà, ça c'est ce qui ressort en fait, hein, de conclusion de nos installations qu'on a effectuées depuis, depuis, j'allais dire 2017. C'est vrai que les 3 premières années restent très difficiles à tous les niveaux. Alors au niveau économique, je vais peut-être laisser intervenir, Patricia, mais je vais commencer par le niveau technique. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est la création de clientèle est devenue un élément important aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec la crise économique, le pouvoir d'achat qui diminue, ben, on a vu des baisses de chiffre d'affaires sur les marchés, notamment. Donc là, ça a questionné. Il y a eu aussi beaucoup de fermetures de magasins bio, hein, même des biocoop bien installés, confirmés. Donc on a diminué aussi les ventes en magasin. Bon, là, on va être positif parce que ça a l'air de reprendre, mais il y a eu quand même des périodes difficiles. Enfin, on est encore dans une période difficile. C'est vrai que là, aujourd'hui, avec le changement climatique, tout ce qui est arrivé, notamment cette année, les sécheresses, les excès d'eau, les gels tardifs, l'apparition de nouveaux ravageurs, c'est quand même un gros challenge au niveau technique. Donc là, tous les conseillers techniques, vraiment les techniciens maraîchers sont à pied d'œuvre, mais c'est quand même un élément difficile, surtout quand vous avez beaucoup de variétés. Donc ça nécessite une bonne formation. Et c'est vrai qu'on parle toujours de la maîtrise technique de nombreux itinéraires, hein. C'est vrai que quand vous avez là les variétés de légumes qui sont cultivées nécessitent vraiment une très forte connaissance et une très bonne maîtrise technique. Et là, on conseille vraiment de faire des formations, forcément, et aussi, pourquoi pas faire des saisons chez d'autres maraîchers, aller aussi sur les espaces tests. Donc, il y en a 2 dans les Landes, hein. On incite à vraiment que les personnes se forment, fassent des stages avant de s'installer et fassent des saisons aussi chez d'autres maraîchers pour pouvoir se performer. Ce sera des atouts indispensables à la réussite. Voilà. Alors c'est vrai que j'allais dire, j'ai parlé des appuis familiaux, la constitution de réseaux, de banques de travail, d'entraide. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants qui sont à développer et on n'en voit pas assez sur on n'en voit pas assez encore, hein. C'est vrai que je ne parle pas d'individualisme, mais c'est vrai que les gens veulent se prouver aussi qu'ils sont bons. Et des fois, ils sont éloignés des uns des autres. Mais c'est vrai que quand il y a des maraîchers qui sont proches, il faut vraiment inciter à la collaboration, qui peut être aussi des gains très importants. Alors là, j'ai une question technique. Là, je vais peut-être te demander, enfin, je ne sais pas si tu peux répondre, Patricia, mais on répondra ultérieurement. L'achat n'est pas permis dans le statut juridique des GAEC. Je ne pose pas m'avancer, mais si, mais il y a un pourcentage. Il y a réponse? Oui, alors l'achat-revente, en fait, c'est surtout par rapport au régime fiscal, si vous êtes en micro-BA ou si vous êtes au réel. Et effectivement, la question du GAEC est pertinente, puisque le GAEC, c'est la seule société où on peut être soit au réel, soit au micro-BA. Et effectivement, si vous êtes au micro-BA, vous ne pouvez pas intégrer l'achat-revente qui est du coup du BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, à du micro-BA, donc qui est des bénéfices agricoles, puisque ce n'est pas le même taux d'abattement. Voilà. D'accord. Mais au réel, c'est possible. Et effectivement, au réel, il y a une tolérance jusqu'à 50% du chiffre d'affaires, ou 100 000 euros. Ok, merci pour cette réponse précise. Alors, c'est vrai que concernant l'achat-revente, j'allais dire, c'est des choix éthiques, mais stratégiquement, parfois, je pense que c'est une bonne solution quand vous êtes en lancement. Par exemple, je parle toujours de ces fameux légumes plein champ qui sont parfois difficiles à produire à des coûts raisonnables. Et c'est vrai que y a des plateformes qui peuvent le faire. Je ne vais pas les citer, mais qui peuvent avoir des légumes locaux bio que vous pouvez racheter. Nous, dans les Landes, on a des légumes plein champ sur de grandes surfaces. Et donc, il y a des metteurs en marché qui peuvent revendre des légumes. Et parfois, ça peut aider. Hein, ça peut aider au démarrage. Donc, bien sûr, il faut informer le consommateur, il faut être clair. Mais au lieu de s'évertuer des fois à perdre du temps et à
perdre du temps, donc je veux dire perdre de l'argent à cultiver des légumes, vous pouvez pratiquer l'achat-revente dans des proportions tout à fait occasionnelles ou si c'est permanente, mais voilà, dans les proportions que Patricia vient de citer et rester toujours producteur, forcément. Alors oui, il y a un autre élément dont on parle. Alors ça, c'est peut-être plus le cas dans les Landes, mais pour nous, on a remarqué aussi que la fertilité des sols est un élément extrêmement important. Pour les nouveaux installés qui ont repris des terres, alors ça peut être des défriches, bon, voilà, on a ça, mais des terres en conventionnel qui ont été assez épuisées, appauvries en matière organique, on s'aperçoit que c'est parfois très difficile de reconstituer un sol. Et donc là aussi, on fait des formations, bon, d'autres aussi organismes, hein, mais il y a des formations sur la fertilité, fertilisation. Et je pense que c'est un élément extrêmement important d'anticipation avant de s'installer. C'est-à-dire de savoir faire des analyses de sol, de savoir qu'est-ce qu'il faut apporter et aussi, bien sûr, de l'intégrer dans son plan de charge, dans ses charges de structure. Parce que, bon, voilà, ça peut coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur plusieurs années pour avoir un sol maraîcher j'allais dire, performants et qui vous permettent d'obtenir des rendements intéressants. Voilà. Alors, pour nous, les leviers pour sécuriser la viabilité d'un projet, là, en fait, on va faire un peu de redite, mais c'est vrai que j'ai mis en premier sécuriser l'irrigation. Ça aussi, alors là aussi, c'est un sujet. On l'avait abordé lors d'une intervention il y a plusieurs années, mais c'est vrai que sur la réglementation de l'eau, on voit que c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas s'installer partout, on ne peut pas avoir des autorisations de prélèvement, de création de retenue. Il y a un dossier à faire avant de s'installer, même d'augmenter sa capacité de prélèvement. Et on voit qu'aujourd'hui, par hectare, on l'a dit au début, mais c'est entre 2500 mètres cubes et 3000 mètres cubes. Donc, quand même, là, là, quand on arrive à des niveaux de prélèvement comme ça, c'est soumis à autorisation. Donc, faut vraiment travailler son projet avant. Donc, contacter les organismes compétents. Bon, il y a les chambres d'agriculture avec les services irrigation, gestion de l'eau, les DDTM pour la réglementation. Donc, tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants et primordiaux avant toute installation ou développement de l'exploitation. Quand je dis développement de l'exploitation, on a vu qu'il y a des maraîchers qui sont très bien, qui veulent s'agrandir, ils ont besoin de plus d'eau et des fois ils se trouvent bloqués à cause de on peut le déplorer, mais c'est ainsi à cause de la réglementation parce qu'ils n'ont pas d'autorisation supplémentaire. Donc ça peut bloquer le développement des entreprises. Alors oui, bien valoriser ses légumes et connaître son coût de production. Voilà, là, on vous en a donné quelques éléments, mais ça nécessite vraiment des études économiques. Je sais qu'il y a des formations qui sont organisées par d'autres organismes, notamment Bio Nouvelle-Aquitaine. Bon, ça, il faut aussi par les chambres. Donc là, il faut vraiment les faire avant. C'est vrai que de savoir combien coûte un légume et comment vous pouvez vous rémunérer, c'est constitutif de votre plan de culture et de votre plan de commercialisation. Alors là, j'allais dire avoir un capital de départ pour limiter le recours aux emprunts. Donc là, Patricia, tu as peut-être des exemples à nous dire. C'est vrai que oui, forcément, c'est toujours mieux d'avoir de l'argent au début, mais comment se constituer ce capital? Ça, c'est un peu compliqué. Je vois que par exemple, si je ne dis pas de bêtises, pour l'étal 40, la couveuse espace test du département des Landes, il demande une trésorerie qui équivaut à entre, je crois, 6 à 8 000 euros. Donc, il faut quand même, c'est qu'une trésorerie. Donc, pour le capital de départ, c'est important. Voilà. Patricia, tu as des remarques sur ce que j'ai dit là, sur le petit emprunt et capital de départ? Alors oui, alors ça, ce sont des leviers, bien entendu. Après, c'est dans l'idéal. Nous, on a des porteurs de projets qui n'ont pas un capital de départ. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas présenter effectivement un projet, une étude économique à la banque et qu'il n'y aura pas de financement. Simplement, on l'a vu dans le cas type, on a une rentabilité qui est aujourd'hui avec une efficacité de 33%, qui est une efficacité correcte, moyenne.
permet pas de pouvoir rembourser les 160 000 euros d'investissement s'il devait être fait en emprunt quand c'est de l'achat neuf, effectivement. Donc, finalement, quand on a une partie emprunt importante, ces annuités vont consommer la grande majorité de l'EBE. Et à ce moment-là, il y aura besoin, et ça fait partie effectivement de l'autre point, des sources de revenus extérieurs, notamment les premières années. Ça, c'est vraiment indispensable parce que quand vous créez effectivement un outil de production, mais que ce soit en maraîchage ou dans d'autres productions, eh bien, il faut le temps de pouvoir mettre en place cet outil de production. Vous pouvez avoir des galères qui sont complètement indépendantes de votre volonté, un retard de livraison d'une serre ou une serre qui est arrivée, mais il manque des pièces. Ça, c'est arrivé à plusieurs maraîchers. Les aléas climatiques aussi, qui vont pas mal impacter les premières années d'installation, la réponse du sol, puisque le sol, il va falloir le travailler. Quand effectivement vous trouvez du foncier, vous n'avez pas forcément le sol idéal. Donc tout ça, ça va amener effectivement des dépenses que l'exploitation du coup devra faire face et ne pourra pas du coup dégager assez de trésorerie pour les prélèvements privés. Donc ça fait partie des leviers, j'ai envie de dire, indispensables pour toute création d'entreprise. Encore une fois, ce n'est pas que pour la partie maraîchère. Pour toute création d'entreprise, il faut pouvoir avoir une source de revenus complémentaire les 3 à 4 premières années, le temps que l'exploitation puisse arriver en rythme de croisière. Ok, merci pour cette réponse. Alors après, c'est vrai que on n'est pas là pour faire la promotion de la DNGA, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, bénéficier des aides jeunes agriculteurs les 5 premières années est un vrai plus. Alors, sachant que là, on va pas trop le développer, mais c'est vrai que c'est un élément. Je sais que nous, on avait un chiffre sur les installations. On était quand même à 25% alors, c'était l'ancien système. J'ai pas le nouveau système des DNGA, mais 25% des installations en bio demandaient la DNGA, la DGA. Et je pense que ça a augmenté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, tu vas me le dire, sur ton expérience d'installation, on arrive, les dossiers instruits par les DGA en maraîchage sont possibles et ça se fait de plus en plus. Oui, les banques sont bienveillantes et assez réceptives par rapport aux projets de maraîchage bio diversifié, même de micro-fermes, puisque là, effectivement, on est plutôt sur la partie micro-ferme. Donc oui, par contre, effectivement, pour présenter un projet à la banque, il faut, encore une fois, pouvoir sécuriser son budget privé les premières années. Il faut aussi avoir, et ça c'est un des points, avoir une expérience agricole. Ça fait partie effectivement aussi des points indispensables, mais tu l'as dit. Voilà, souvent, il faut faire attention un petit peu à il y a une idéalisation un petit peu parfois du maraîchage bio par des porteurs de projets. Avoir un potager et effectivement faire 1 hectare de maraîchage en plein champ avec 1500 mètres carrés de serre, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, pour pouvoir appréhender ça, notamment la charge de travail, c'est important de pouvoir avoir une expérience antérieure, et ça, on le voit en termes effectivement de gains de rentabilité. Ceux qui ont eu une expérience avant, notamment en tant que cotisants solidaires, pendant 2 ans, ils se sont testés sur la parcelle techniquement. Ils ont créé leur circuit de commercialisation petit à petit. Et bien aujourd'hui, effectivement, ils ont gagné en efficacité économique plus rapidement que ceux qui effectivement arrivent avec peu d'expérience. Ok. J'ai une question, enfin c'est une question verte. Là j'ai une question, à quel âge, à partir de quand ces fermes atteignent leur vitesse de croisière? Alors c'est vrai qu'on disait que les 3 premières années étaient difficiles. Patricia, tu veux apporter quelques éléments qualitatifs là-dessus ou qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai que tout dépend de chaque projet, bien sûr.
Mais Alors, ça dépend des projets. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que même en quatrième année, ça peut être compliqué, quatrième et cinquième année. Simplement, les maraîchers ne le vivent pas de la même façon parce que soit effectivement, il y a eu l'autofinancement, donc il n'y a pas de pression bancaire ces premières années, soit effectivement, il y a eu recours à l'emprunt. Donc, quand il y a recours à l'emprunt, nous, dans notre stratégie, dans notre politique d'investissement, ce qu'on demande à la banque, c'est de faire au moins un différé sur 2 ans, justement pour laisser le temps à l'outil de production de se mettre en place. Mais ça veut dire que l'objectif, pour ceux qui ont un recours à l'emprunt important, eh bien, c'est d'être en croisière le plus rapidement possible. Et au bout de 3 ans, c'est quand même difficile. Donc, on est plutôt sur 4-5 ans. donc voilà, le 4-5 ans, bon, bah, j'abonde hein, sur ce que dit Patricia. Et c'est vrai que d'un point de vue agronomique et d'un point de vue de maîtrise technique, ça rejoint un peu les critères économiques. Bah, c'est normal. C'est vrai que pour tout maîtriser, là, si vous faites, voilà, les fermes qui font 20, 25, 30 légumes, la maîtrise technique, c'est vrai que c'est à partir de la cinquième, sixième année. Ça, c'est sûr. Après, il y a des vitesses de croisière hein, qui s'atteignent plus rapidement, mais pour la maîtrise technique, ouais, c'est pas d'avoir 5 saisons sur son sol, au moins, voilà, d'avoir des rotations. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on parle rotation, on prend l'exemple de solanacées, pommes de terre ou carottes, bah, il faut revenir entre 5 à 7 ans. Et ben là, vous avez fait un cycle complet au bout des 5 ans de votre rotation. Donc là, c'est intéressant parce qu'on sait où l'entreprise maraîchère en est, quoi. Donc ça se rejoint bien avec l'économie. Les temps sont un peu longs. J'ai eu une question sur les contraintes sur la ressource en eau. Alors, en n'étant pas expert, je vais pas l'éluder, mais c'est aussi un sujet, mais ça pourrait être traité ultérieurement. Les bonnes pratiques à partager autonomes pour éviter un prélèvement dans les nappes, récupération d'eau de pluie, stockage, etc. Alors, ce que je sais, hein, je vais vous parler d'un cas concret. Nous, on a des zones de restriction, hein. Donc, par exemple, vous n'avez pas le droit de forer et il faut recréer de la ressource en eau qui ne soit pas liée au cours d'eau ou à des ressources existantes. Donc, pas de zone humide, pas d'eau, etc. Donc là, c'est compliqué. Il faut créer des retenues collinaires. Ce qu'on a vu, c'est que ouais, Patrice, c'est que les coûts sont très importants. Donc, on a vu que le souvenir que j'ai, c'était 5000 mètres cubes, bon, à peu près. Ça avait coûté entre ouais, 15 000 euros à la personne, hein, quand même, de créer cette. Donc là, ça a été un 15 000 à 20 000, donc ça a été une surcharge, j'allais dire, dans l'investissement qui était très importante. Donc, c'est vrai que récupérer l'eau de pluie, j'allais dire, c'est intéressant dans le concept, c'est intéressant, mais ça nécessite de l'investissement et de la stocker. Je sais que l'année dernière, enfin cette année-là, le dernier plan de compétitivité là, de la région permettait d'investir dans du stockage et de la récupération d'eau de pluie. Donc là, il y a aussi des aides régionales qui peuvent être dirigées sur ces projets-là, mais c'est sûr que c'est à intégrer. Alors après, pour les autorisations de forage, là, je suis pas trop compétent par rapport au bassin versant. Je vous dis qu'il y a des zones de restriction. Donc nous, là, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Et il y a aussi un classement des nappes. Et là, je botte en touche et je vous communiquerai en fait les coordonnées des techniciens de gestion, des DTM pour vous répondre. Parce que là, c'est vraiment un domaine très spécialisé. Ah, alors là, j'ai une question pour toi. C'est pour une installation. Je ne connais pas l'acronyme, hein, c'est HCF, NIMA. Le principal frein reste le manque de garantie bancaire. Est-ce que tu peux répondre, Oui. Patricia? Alors, c'est une installation hors cadre familial, en fait. Ah oui, d'accord, C'est pardon, vrai. vous n'avez pas compris. Ouais, ok. Ouais, effectivement, aujourd'hui plus qu'hier, puisqu'hier il y avait notamment la mise en place de l'alternat, qui était une garantie régionale, que les banques s'en étaient vraiment saisies. Et effectivement, c'était le petit coup de pouce qui permettait d'avoir un financement bancaire un petit peu plus serein. Aujourd'hui, les fonds, il n'y a plus de fonds au niveau de l'alternat, ils vont peut-être reprendre l'année prochaine. Et donc, du coup, c'est une vraie question par rapport aux garanties bancaires, effectivement. Alors là, c'est pareil, hein, c'est au cas par cas.
Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de recette, il n'y a pas la meilleure garantie. C'est vraiment au cas par cas, mais ça peut être un frein. Je suis d'accord. Ouais. D'accord. Alors là, j'ai une question globale. Attends, c'était, vous voyez, c'était oui, bah oui, les 3-4 premières années, année 1, 2, 3, mise en place, 4, 5, consolidation, puis 5 à 7. Il y a un gros cap d'emprunt à court terme soldé. Ouais, alors là, je me repense sur toi, Patricia. Comment ça se passe? Oui, sur les emprunts moyen, long terme, quand on construit un projet au niveau du plan d'entreprise ou pour déposer à la banque, comment ça se passe en fait? Oui, alors en fait, suivant la nature des investissements, l'emprunt peut être amorti sur 5, 7, 10 ans. Donc, du matériel d'occasion, ça peut être 5 ans, parfois ça peut être 7. Globalement, le matériel, c'est entre 5 et 7 ans. Les serres, on va jusqu'à 10 ans en termes d'amortissement bancaire. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous, quand on accompagne les jeunes, suivant effectivement le projet, ce qu'on demande, ce que je disais, c'est un différé bancaire, c'est un différé sur le capital. Ça veut dire que sur les 2 premières années, il va y avoir le paiement des intérêts, mais pas du capital. Et ce capital-là, attention, du coup, il va se concentrer sur les autres années. Donc, effectivement, 5-7 ans, je suis d'accord. Je vois que c'est Cédric Hervé d'un Gros Bio qui dit ça. Je suis d'accord, c'est vraiment le gros cap. Et on voit souvent des porteurs de projets se remettre en question un petit peu la viabilité de leur exploitation par rapport à ça. Mais encore une fois, ça reste, c'est au cas par cas. Mais c'est un cas psychologique, effectivement, par rapport aux porteurs de projets. D'accord. Ouais, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? On peut peut-être, voilà, sur le. Est-ce que. Ah oui, je ne sais pas si. Patricia, est-ce que tu peux répondre sur un petit truc sur la DNJA? Parce que je vois qu'il y a Fanny. Fanny, il y a notre conseillère, en fait, il y a une conseillère installation aussi qui s'est connectée, mais je ne sais pas si elle est encore là. Oui, je suis là, t'inquiète. Bonjour Fanny. Est-ce que tu Bonjour. peux nous dire un peu voilà, les principaux DNJA pour voilà, l'obtention de nouveaux dispositifs, etc. Quelques données de base, s'il te plaît. Alors, d'abord la DNJA, au niveau de l'éligibilité de la demande, il faut savoir que il y a la majorité de l'aide, elle est accessible pour les jeunes agriculteurs donc qui ont moins de 41 ans. Il faut également avoir un diplôme agricole de niveau bac ou un diplôme agricole ou un diplôme général de niveau bac avec 2 ans d'expérience professionnelle dans le milieu agricole. Voilà, donc soit diplôme agricole de niveau bac, je vais y arriver, soit diplôme de niveau bac non agricole et 2 ans d'expérience dans le secteur agricole. Il faut également ne pas être affilié à la MSA ou être affilié chef d'exploitation depuis moins de 3 ans au moment de la demande. Il faut présenter un prévisionnel économique qui démontre la viabilité de l'exploitation sur 4 ans. Donc, c'est-à-dire l'atteinte d'un SMIC avec le revenu disponible au bout de 4 ans. Et au niveau des montants des aides, il y a un montant de base qui est de 13 000 €. Et après, il y a des critères qui viennent s'ajouter. Par exemple, quand on s'installe hors cadre familial, c'est 5 500 € de plus. Quand on reprend une exploitation en agriculture biologique et qu'on maintient l'agriculture biologique dans le projet, alors il y a 2 cas, mais soit sur les micro-fermes, donc par contre, il faut cultiver au moins 1 hectare et c'est 4 000 € de plus. Après, il y a un autre critère bio, si on est sur une autre dimension, c'est plus de 5 hectares, on peut avoir 10 000 € de plus. Et la dernière partie de la DNJA, c'est ce qu'on appelle le volet outils de production.
il va dépendre en fait du montant d'investissement qui est lié au projet d'installation sur les 4 ans. C'est-à-dire, c'est un montant? Oui, alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 50 000 € d'investissement envisagé dans le projet, donc là, il peut y avoir 4 000 € de plus de DNJA. Et après, il y a des paliers. Par 25 000 € d'investissement supplémentaire, il y a des paliers de 1 000 € en plus. D'accord. Donc, en fait, si on avait alors je ne sais pas si c'est possible, mais pour une exploitation, ouais, comme on a dit, 1 hectare, la moyenne du montant de l'aide, ça pourrait être, enfin, pour dire en gros, ça pourrait être combien en fait? C'est peut-être un peu trop. 13 000 € de base, subvention familiale, donc tu as 5 500 € de plus. D'accord. On part sur 1 hectare en bio qui est maintenu en bio, donc 4 000 € de plus. Et sur les investissements, alors il faut savoir qu'il y a tous les investissements sont pas considérés. Donc, par exemple, les investissements matériels sont limités à 80 000 €. Donc, si tu pars sur un projet entre 75 et 100 000 € d'investissement, on peut avoir 5 000 € de DNJA en plus. Ouais, donc ça fait quand même, un bon coup de pouce de départ. Oui. On dépasse les 20 000, alors, si je calcule. On est aux alentours des 27 000 €. 27 000 €. Voilà. Alors, sachant que la DNJA, elle est versée en 2 fois. D'accord. 80% à l'installation et les 20% restants sont versés au bout des 4 ans d'engagement de la DNJA. D'accord. Ok. Bon, je pense que c'est là, je vois pas. Bon, je pense que c'est clair. Il n'y a pas de. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, oui, Fanny, il y a des réunions installation. Enfin, ça, c'est vous l'expliquez aussi régulièrement à la Chambre d'agriculture, à la Chambre. Vous avez des rencontres. Il y a le PAI. Oui, si tout tu à peux fait. nous dire un peu l'accompagnement rapidement. En fait, tout porteur de projet à l'installation, le plus simple, c'est qu'il soit accueilli par le PAIT, point accueil installation transmission. Alors, il y a 2 modalités. Il y a ce qu'on appelle des sessions collectives, où on accueille les gens en groupe, et ce qui permet de l'échange. Et après, il y a des rendez-vous individuels. Ça dépend, voilà, le type de modalité, il est choisi à la fois par le porteur de projet et à la fois par l'avancée dans son projet. On peut commencer par une session collective, avoir des informations générales, et puis après, demander un rendez-vous individuel pour approfondir son cas personnel. Et l'idée, c'est d'écouter le porteur de projet, de voir où il en est, et en fonction de ses besoins, de lui apporter les informations et les interlocuteurs qui vont lui permettre d'avancer dans son projet. D'accord. Merci. Tu as autre chose à rajouter? Je pense qu'on a été clair. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que c'est bien. Alors, simplement, oui, ce qu'on vous transmettra, là, j'ai les mails de vos… On transmettra le webinaire qu'on avait réalisé là, sur les aides en maraîchage bio, qui avait été fait, et là, ça reprend les aides PAC, etc. Donc, je ne vais pas parce que c'est vrai que c'est assez fastidieux et compliqué. Le webinaire avait duré 1h30. Donc là, vous aurez toutes les informations qui seront à votre disposition sur ce webinaire. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il y a d'autres aides, mais c'est vrai que pour une installation hors cadre, la DNJA, c'est quand même un plus. Ça, c'est évident. Ce que je peux conclure, c'est pour vous dire, hein, voilà, quand vous avez une installation, ou même quand vous êtes, comme on le disait, au bout de 7 ans, à 5 ans, enfin, à différentes étapes, il ne faut jamais hésiter à recontacter le conseiller d'entreprise. Ça, c'est évident. Il y a ça, vous allez me dire, les collègues, là, s'il y a des conseils post-installation qui sont possibles. Enfin, voilà, donc oui, Patricia ou Fanny, on peut être accompagné par la Chambre plusieurs années après son installation. Patricia, tu veux y aller? Vas-y.
Oui, de toute façon, déjà au départ, l'accompagnement du projet, il est possible par le biais de ce qu'on appelle un diagnostic à l'installation. Et il y a également un accompagnement pour le chiffrage du projet, pour présenter un prévisionnel économique, notamment à la banque quand il y a besoin de financement, et puis même pour savoir, pour que le porteur de projet puisse se projeter sur les premières années de l'installation et prévoir le développement de son entreprise. Et après, effectivement, il y a 3 suivis qui sont possibles dans les 5 premières années d'installation. Alors, je dis 3 suivis parce que du coup, le conseil régional finance le dispositif de suivi qui du coup est gratuit pour le porteur de projet. D'accord. Ok. Donc voilà, pour revenir là-dessus, n'hésitez pas, il faut vraiment… Ah oui, oui, alors attention, oui, je vois que Cédric Agrobio40 aussi peut faire. Alors il y a d'autres organismes que la Chambre qui peuvent vous accompagner, donc ça, oui, bien sûr. Il y a un choix, donc j'allais dire, il faut tout croiser, j'allais dire tout essayer, mais voilà, en fonction de son sentiment, du conseiller que vous avez en face, vous avez le choix. Donc ça, je tiens bien à le notifier. Simplement, globalement, voilà, il faut ne jamais rester isolé. Souvent, on voit des personnes, des porteurs de projets ou des exploitations qui ont des soucis et qui ont tendance à s'isoler. Non, il y a beaucoup d'organismes consulaires, associations, et associations, OP, il faut aller les solliciter quand il y a des questions. Il faut avoir un regard extérieur. Ça, c'est très important. Vous restez toujours, l'exploitant reste toujours le décisionnaire, mais il faut prendre ces informations ailleurs et ne pas hésiter à renouveler. Et c'est ce qu'on fait nous aussi en tant que conseiller. Par exemple, vous voyez bien que là, aujourd'hui, on a encore des questions et on met un point d'interrogation sur la viabilité parce qu'elle est toujours mouvante. Et le contexte économique aujourd'hui l'est aussi d'autant plus. Donc voilà, tout le monde doit être vigilant et surtout échanger. C'est un élément très important. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions, d'autres remarques sur sur l'intervention? Moi, je trouverais qu'il y a des sujets, commercialisation, accès à l'eau. Je vois que c'est un élément important aussi qui ressort de vos questions. Donc, on les prendra en compte pour les prochaines interventions. Sinon, voilà. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire parvenir par mail ou sur le chat et on vous répondra. Voilà. Si tout le monde est OK, je remercie tout le monde. Patricia, merci. Merci Fanny de vos interventions, de vos éclaircissements. Et voilà, on vous remercie beaucoup.